Bonjour à tous, Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Il y a 68 ans, le 9 mai 1950, Robert Schuman prononçait son discours qui allait initier la construction européenne. Nous allons en apprendre davantage sur ce discours et sur Monsieur Schuman avec Madame Christine Bousquet, présidente de la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire. Merci, bonjour Christine. Merci, bonjour Astrid. Alors, vous allez nous en apprendre un peu plus dans un premier temps sur Monsieur Schuman. Qui était ce Monsieur Robert Schuman ? Robert Schuman, c'est quelqu'un dont tout le monde parle et que finalement peu de gens connaissent. C'est assez étonnant quand on y réfléchit. Alors c'est un homme qui est né à la fin du 19e siècle, il est né en 1886, il est né au Luxembourg, dans une région qui avait subi la guerre de 1870 et l'Alsace-Lorraine, dont il était finalement originaire au départ, était allemande. Alors, il a fait des études de droit et il s'est installé à Metz, donc en terrain allemand à l'époque. Comme avocat en 1912. Il a été réformé pendant la Première Guerre mondiale, même si finalement il a été réintégré dans l'armée. Et à la faveur du retour de l'Alsace-Lorraine en France, eh bien, de citoyen allemand, il est devenu citoyen français et il est élu député de la Moselle en 1919. Donc un parcours un peu difficile, un peu erratique, lié tout simplement aux circonstances des guerres. Après, il entame cette carrière politique, il est député. Et il va jouer un rôle assez important puisque, comme beaucoup, eh bien, il va faire le mauvais choix. En 1940, il va choisir de voter les pleins pouvoirs à Pétain, ce qui évidemment va lui peser très lourd sur lui après la guerre. Bon. Toujours est-il qu'il va être arrêté par les nazis, qui se méfient de lui. C'est quelqu'un de la frontière, donc quelqu'un qui parle est dangereux et qui comprend l'allemand aussi. Qui comprend très bien l'allemand, c'est sa langue natale. Donc, il est arrêté par les nazis. Il va d'ailleurs réussir à s'échapper. Il va rentrer dans une certaine clandestinité. Il ne s'engage pas dans la résistance, mais il se cache. Et notamment, il se cache dans un certain nombre de monastères, dont l'abbaye de Ligugé, près de Poitiers. Enfin, toujours est-il que la guerre se termine. Et il est frappé d'indignité nationale. Donc c'est un personnage parce qu'il a voté les pleins pouvoirs, parce qu'il a été ministre de Pétain. Donc la situation est mal partie pour lui en 1945. Et il va en appeler directement au général de Gaulle pour être rétabli dans son honneur, rétabli dans sa carrière. Et c'est ce qui va se passer. Donc le général de Gaulle va le réintégrer et il va rentrer même au gouvernement en 1946 comme ministre des Finances. Il sera président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre finalement. Et puis surtout, il va être ministre des Affaires étrangères entre 48 et 52, donc dans la période qui nous intéresse pour cette déclaration. Et il sera également garde des Sceaux en 1955. Donc quelqu'un qui a une carrière assez étonnante. Il finira comme président du Parlement européen, ce qui est à ce moment-là une fonction purement décorative, si j'ose dire, symbolique, mais le symbole est souvent important. Le Parlement européen n'a aucune assise démocratique, n'a aucune assise législative. À l'époque, bien sûr. Et justement, donc, vous nous avez parlé donc, de cette période, donc 1950-1952. Donc, quel est le contexte historique et politique à l'époque, en 1950 ? Alors, le contexte, il est très lourd, parce que quand on regarde l'Europe au début des années 50, c'est une Europe qui est en ruine. Il n'y a plus une ville ou pratiquement qui tient debout, que ce soit en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin partout. Donc c'est une Europe en ruine. C'est une Europe qui a gagné la guerre. Mais il lui reste à gagner la paix, ce qu'elle n'a pas fait en 1918. On a perdu la paix en 1918, et donc il faut la gagner. Et le monde est divisé à ce moment-là entre l'Alliance Atlantique qui vient de naître, c'est-à-dire la protection américaine sur tous ces pays qui sont désarmés, qui n'ont aucune résistance possible. Et puis l'Union soviétique qui a mis sa main sur un grand paquet de pays à l'Est. Et je rappelle qu'en 1950, les chars russes sont à 300 km de la frontière française. Oui, effectivement. Donc ils sont tout près. Et voilà, on est dans un climat difficile. Une partie de l'Europe a accepté le plan Marshall pour d'aide à la reconstruction, c'est l'Europe de l'Ouest.
Une partie, on lui a imposé de ne pas l'accepter, c'est l'Europe de l'Est, puisque les Soviétiques ont refusé ça. Donc on est en pleine période de crise. Il y a eu le blocus de Berlin, Berlin qui a été assiégé par les Russes. Berlin est une ville qui est partagée, mais qui est située en plein territoire de l'Allemagne de l'Est. Et donc, elle ne pouvait être ravitaillée que par le pont aérien américain, qui a duré 1 an. Et c'est comme ça que Berlin a tenu. Donc, on est dans un climat de très grande tension Est-Ouest. Et tension aussi internationale, mais aussi au sein même de l'Europe. Oui, au sein de l'Europe, entre l'Europe de l'Est, et qui se voit imposer, alors qu'elle est en ruine, elle se voit imposer de refuser le plan Marshall, elle se voit imposer le diktat soviétique. Et je rappelle que les Soviétiques, quand ils ont gagné la guerre, les Soviétiques se sont servis sur la bête, si j'ose dire. Oui. Ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient récupérer au titre de dommages de guerre, que ce soit les œuvres d'art, que ce soit les usines, tout ce qu'ils ont pu, ils l'ont fait. Ils l'ont pris. Donc, l'Europe de l'Est est encore plus en ruine. Nous vous retrouvons après la virgule. Ce samedi, Grand Témoin donne la parole à des chrétiens célèbres pour leur engagement ou leur combat au service de l'Évangile. Prêtres, pasteurs, fondateurs d'une communauté, prédicateurs ou artistes chrétiens transmettent leur message au micro de RCF. Grand Témoin, ce samedi à 19h. Parlons d'Europe sur RCF. Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons du discours de Robert Schuman, alors avec Christine Bousquet, présidente de la Maison de l'Europe de Tours. Christine, vous nous avez présenté Robert Schuman, vous avez présenté le contexte historique et politique dans lequel s'est déroulé ce discours. Maintenant, on va venir vraiment à ce discours. Qu'est-ce qu'il y a dans ce discours précisément donc, de M. Schuman ? Une énorme surprise. Une énorme surprise parce que finalement, ce discours, personne ne s'y attendait vraiment. C'est un discours qui a eu lieu au Quai d'Orsay, donc il est ministre des Affaires étrangères, et on l'appelle le discours Schuman, on devrait l'appeler le discours Monnet, parce que c'est Jean Monnet, qui est commissaire au plan, qui lui a proposé ça, qui lui a donné l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on retient du discours de Schuman ? On retient un projet qui est unifier la production du charbon et de l'acier en Europe sous la direction d'une haute autorité internationale. Donc voilà l'élément concret. C'est un projet qui était donc annoncé en grande pompe dans une conférence de presse. Cette annonce va déboucher sur un traité qui est le premier traité signé entre l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France le 18 avril 1951. Donc, premier traité. C'est quelque chose donc d'extrêmement concret. Alors, pourquoi le charbon et l'acier ? Parce que ce sont 2 éléments vitaux pour l'Europe. Le charbon, c'est ce qui permet toute l'industrie de tourner, mais ça permet aussi de se chauffer, c'est l'énergie de base. L'acier, c'est fondamental dans toute la reconstruction, la sidérurgie est fondamentale. Mais ce sont aussi des éléments obligatoires pour faire la guerre. Voilà, ce sont aussi des éléments obligatoires pour faire la guerre. Et avoir une haute autorité supranationale qui surveille la production, qui dirige cette production, eh bien, ça empêche l'un ou l'autre, pour ne pas les nommer, l'Allemagne et la France, de pouvoir se relancer dans une course aux armements et de faire ce qui s'est passé en Europe pendant les années 30. Donc, la volonté, c'est ça. C'est donc un projet extrêmement concret. C'est le premier projet européen qui prend la suite de la Hanse du Moyen-Âge, qui faisait aussi du commerce. C'est ça, extrêmement novateur. C'est novateur, c'est vraiment novateur. Il fallait avoir un certain culot pour le faire, mais ce n'est pas la première fois qu'on a l'idée de faire quelque chose. Entre les 2 guerres, il y a eu, par exemple, Koudnov-Kalergi, qui est généralement passé aux pertes et profits, mais qui est sans doute un des grands esprits du XXe siècle, qui avait essayé de lancer, de dire il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer, il faut réussir cette paix. Personne ne l'a écouté, il n'a pas réussi à le faire. Là, la situation était tellement difficile que finalement, il n'y a pas tellement d'autres systèmes pour y arriver. Mais il ne faut pas réduire le plan Schuman à cette affaire. Alors,
c'est quand même, évidemment, avant de passer au deuxième volet, peut-être, du plan, évidemment, c'est très important. L'Europe, à ce moment-là, les 6 pays qui signent, c'est 160 millions d'habitants. Et donc, on va avoir 210 millions de tonnes de charbon, 33 millions de tonnes d'acier qui vont être produites. Ça veut dire que la CECA, puisque c'est son nom, Communauté européenne du charbon et de l'acier, va devenir un interlocuteur de poids dans les relations internationales. Ce ne sont plus 6 petits pays ruinés par la guerre et dépendants de l'aide américaine. C'est un producteur important sur le plan international qui devient, qui est né. Qui pèse son poids aussi. Voilà, qui est né. Et puis, il y a eu autre chose, moi, que j'aime bien dans le plan Schuman, dans l'affaire Schuman, c'est quand même de se rappeler que Schuman avait l'idée de rappeler sans cesse les dures leçons de l'histoire. Et il y a une phrase de lui où il dit « Les dures leçons de l'histoire ont appris à l'homme de la frontière que je suis, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc lui ont rappelé et lui ont appris à se méfier des improvisations hâtives, des projets trop ambitieux, mais elles m'ont appris également que lorsqu'un jugement objectif mûrement réfléchi, basé sur la réalité des faits et l'intérêt supérieur des hommes, nous conduit à des initiatives nouvelles. Il faut s'y tenir et persévérer. » Alors ça, c'est un discours qu'il a fait après, juste avant sa mort en 1963, mais qui est important, qui rappelle que la construction européenne, qui débute à ce moment-là, c'est le premier acte, véritablement, de cette construction européenne, eh bien, elle est un peu révolutionnaire. L'Europe s'est cherchée, et il va rajouter quelque chose qui est que on doit pouvoir accueillir les peuples de l'Est. Et ça, il le dira en 1963. C'est assez prémonitoire. Oui, je rappelle que le mur ne tombe, déjà, le mur vient d'être construit, et le mur ne tombera qu'en 89. La chute, et l'Europe de l'Est va rentrer dans l'Union européenne après. Et donc, il a l'idée que la construction européenne doit aussi s'adresser aux peuples de l'Est. Ne pourra pas se faire aussi sans les peuples de l'Est à un moment donné de l'histoire. Oui, tout à fait. L'histoire sera faite aussi par l'Europe de l'Est. Et ce qu'il en reste aujourd'hui de ce discours ? Alors, il en reste, moi, je crois, d'abord une volonté. Le volontarisme de la part de l'autorité française à ce moment-là, volontarisme d'imposer une structure commune avec l'Allemagne, c'était quand même pas gagné. Le rationnement venait de disparaître en 1950. Beaucoup de familles, on n'avait pas le droit d'apprendre les enfants n'apprenaient pas l'allemand, c'était la langue de l'ennemi. C'était quand même culotté de faire ça. Donc, je pense qu'il reste quand même ça, un désir, un volontarisme puissant. Alors avec des aléas, et puis quand même une petite notion, Schuman rappelait que la culture était un élément d'unité, qu'il fallait pas la minimiser. Et la culture, notamment, on pourra la rencontrer dimanche 13 mai, de 13h à 18h au Jardin des Prébendes à Tours, avec la Fête de l'Europe. Voilà, où nous allons fêter le 9 mai avec un petit décalage. Donc la déclaration Schuman, nous la fêtons chaque année aux Prébendes. Voilà. Et donc nous vous attendons nombreux. Nous espérons nombreux, donc dimanche 13 mai de 13h à 18h. Merci beaucoup Christine Bousquet. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À bientôt. Au revoir, merci Astrid.